mystérieuse disparition de Hamidou Ba. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2 également, Khady nous l'a emmené en plateau, c'est la dame de la cave. Bon, mais ce matin, on va spécifiquement parler de voilà, la disparition, la mystérieuse disparition du talibé. D'abord, un mot sur l'auteur qui est Hamidou Ba. Voilà, Hamidou Ba est né à Conakry. Il est économiste, écrivain, acteur. Il joue dans la série L'Or de Ninkinanka, qui est une adaptation du livre de Sorna Benga. Alors, il est auteur de 4 ouvrages. La Dame de la Cave, Mila, la clé du coffre, la mystérieuse disparition du talibé et la patte du mal. Alors, la mystérieuse disparition du talibé est publiée en début 2018 par Harmattan Sénégal et il est question de mendicité et de magie. On va venir sur l'ouvrage maintenant avec des extraits. Sarah, je dirais très, et je pèse mes mots, captivant. Oui, c'était vraiment très captivant, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements extraordinaires. Alors, c'est l'histoire d'un jeune talibé qui s'appelle Tcherno. Alors, Tcherno part à la recherche de son ami disparu qui s'appelle Tanou. Alors, il fait une effroyable découverte. En fait, ses tuteurs, Karamoko et Cher, qui se faisaient passer pour des marabouts, vendaient en fait les talibés à un milliardaire qui voulait s'enrichir. Alors, vraiment, c'est un ouvrage que je vous recommande absolument à lire. Et je vais vous proposer quand même d'écouter Hamidou Ba. Il s'appelle Tcherno aussi. Oui, il s'appelle Tcherno également. Tcherno Hamidou Ba. J'ai transformé un peu ce personnage qui s'occupait de Tcherno, le marabout. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans le domaine religieux. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle d'enfants mendiants, on les assimile à des marabouts et donc à la religion. J'ai cherché à montrer qu'il y avait des personnes qui pouvaient profiter de ce créneau-là, se faire passer pour des marabouts, ouvrir des orphelinats et justement exploiter des pauvres enfants, aller les chercher dans les pays voisins et les ramener ici au Sénégal, parce que malheureusement, ça commence à être une tendance, et en profiter. Et c'est le cas justement de la personne qui s'occupe de Tcherno. Cher qui est son fils, on voit très, très clairement dans l'ouvrage que Karmoko n'est même pas présent dans cette maison, dans cet orphelinat. Il le laisse à son fils, qui est quelqu'un qui est même dépendant à l'alcool, qui passe du temps avec ses amis, quelqu'un de très cupide, qui oblige les enfants à sortir, à ramener une certaine somme. Et leurs conditions de vie dans cette maison dans laquelle ils cohabitent dépendent de la somme d'argent qu'ils ramènent. Tout ça, j'ai voulu vraiment le montrer. C'est vrai qu'on me dit souvent, est-ce que tu as fait des enquêtes? Est-ce que tu es allé voir des orphelinats? Moi, je suis quelqu'un de très religieux, j'ai appris le Coran très jeune. J'ai eu la chance, ici, quand je suis venu à Dakar il y a quelques années avant de partir en France, d'étudier le Coran dans un endroit où il y avait des jeunes enfants talibés. Et c'était vraiment très suivi. Donc je tiens vraiment à montrer vraiment l'écart qu'il y a entre ces deux mondes que j'essaie de dépeindre. Il y a des marabouts qui s'occupent très bien des enfants, qui les encadrent et qui leur offrent une certaine éducation religieuse, même parfois moderne. Il y a des enfants qui font des cours dans certains orphelinats, mais il y en a aussi qui abusent du système, comme partout. J'essaie déjà de raccourcir les chapitres pour que le lecteur puisse prendre des pauses à chaque fois. J'ai jamais aimé écrire avec des chapitres de 10-15 pages. J'essaie de faire 3-4 pages pour laisser le temps au lecteur de digérer, mais aussi j'essaie de mettre en fait de l'action dans chacun de mes chapitres. Ça a toujours été mon objectif dans toutes mes œuvres. Il faut qu'à chaque chapitre, le lecteur en fait, il soit plongé dans l'action. C'est quelque chose de très difficile à maintenir, mais c'est quelque chose auquel je tiens parce que du coup après le lecteur il reste accroché jusqu'à la fin de l'ouvrage. Quand la dame se leva, je remarquai que ses pieds n'étaient pas comme ceux des autres humains. Ils étaient de forme arrondie et des orteils étaient énormes. Ses chevilles étaient fines comme un tuyau d'arrosage. Je devenais fou ou j'hallucinais.
Cette chose existait réellement. Le démon riait aux éclats et criait « Il arrive! Il arrive! Il est là, mon roi! Zou! Zou est là! » Louange à ton Seigneur, mon Seigneur. C'était effroyable. J'étais anéanti. Mon sort était ficelé. Mes derniers mots sortirent. Papa, maman, je suis là. Conteur finalement, comédien également. On découvre évidemment les talents de Thierno Hamidouba. Acteur aussi, tu l'as rappelé tout à l'heure dans Ninki Nanka, il a raison. Certains individus abusent et exploitent malheureusement ces enfants talibés, des enfants parfois orphelins, victimes surtout de beaucoup de maltraitance. On les voit marcher pieds nus dans les rues malheureusement aujourd'hui encore. Effectivement, Sarah, tu as parfaitement raison. En fait, la majorité des talibés vivent dans des conditions précaires. Ils sont contraints à mendier. La santé et la nourriture est souvent difficile et ils sont des fois violés, des fois drogués, des fois tués. Et personne ne peut rester vraiment insensible à cela. Et nous sommes tous concernés. Comme le dit le proverbe chinois, l'argent est la richesse morte et l'enfant est la richesse vivante. Tout simplement pour dire que l'enfant est l'avenir de demain. Et l'enfant a des droits. Il a droit à l'éducation. Il a droit à la nourriture. Il a droit à la vie, à s'exprimer, à avoir des loisirs. Mais quand même, on peut dire tout simplement qu'il existe quand même des centres d'accueil, des centres d'accueil comme Guindi, qui est donc géré par l'État sénégalais. Il existe également des ONG également, qui travaillent également sur ça. Et des associations et des bonnes volontés quand même. Mais on peut dire que selon donc l'ONG Human Rights Watch, il dit que il existe donc 100 000 talibés en 2019. Donc vous voyez, toujours les talibés sont toujours là et je pense que donc il faut quand même essayer donc de moderniser les daras, il faut quand même essayer de réglementer ce système. Alors je vous propose quand même d'écouter Thierno Hamidouba. Il apporte des solutions, mais également il parle des problématiques liées à la magie, au maraboutage. Nous l'écoutons. Il y a déjà des associations. Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter une. C'était l'Empire des enfants, qui est ici au Sénégal, qui fait de l'excellent boulot avec les enfants talibés, qui les récupère dans la rue, qui fait un travail, un accompagnement psychologique, et puis qui fait plus loin de la réintégration, qui les aide à reprendre une vie normale. Après, oui, il faut essayer d'accompagner ces associations qui sont là. Il faut aussi essayer d'accompagner les orphelinats, les daras qui font correctement leur travail. Parce que malheureusement, tu as beau être un bon samaritain, si chaque mois tu reçois une dizaine d'enfants, à un moment donné, financièrement, tu n'as plus la capacité de les prendre en charge. Et c'est comme ça, à mon avis, petit à petit, que viennent les dérives. Moi, par exemple, avec des amis, on a monté un collectif. Il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Guinée. On a créé un groupe WhatsApp et chaque mois, on a une cotisation de 7 €, valeur de 4-5 000 francs. On est une trentaine et chaque mois, on distribue en fait des denrées dans les quartiers, parfois c'est dans les pouponnières. Donc en fait, ce sont des actions qu'on peut faire à petite échelle et qui peuvent avoir un grand impact dans la société. Il faut chercher vraiment à agir au quotidien, à se responsabiliser, à passer des bons messages, à sensibiliser les enfants depuis le jeune âge. Moi, c'est ma principale démarche. Quand je vais faire de la lecture à des enfants de 8-9 ans, j'essaie d'interagir avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent des talibés. Je me rappelle une fois, je leur posais une question qui était toute bête. Je leur disais, est-ce que si on prend un enfant talibé, qu'on lui met des chaussures comme vous, qu'on le parfume comme vous, qu'on l'habille comme vous, est-ce que vous allez reconnaître que c'est un talibé? Alors au début, ils me disaient oui, mais je disais, mais comment? Et ils restaient tous silencieux. Parce qu'en fait, la seule différence qu'il y a entre un enfant normal et un enfant de la rue, c'est la rue en fait. Donc si ces enfants-là sont pris dans de bonnes conditions, en fait, le mot talibé disparaît. Ça devient des enfants comme tout le monde. On sait que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose auquel on est accoutumé. Je pense qu'il a été longtemps éclipsé en fait. Les gens n'osent pas en parler, mais de plus en plus les écrivains commencent à lever le tabou, à parler vraiment ouvertement des djinns, des esprits,
Pourquoi? Parce que même dans le domaine religieux, on nous parle de ce monde invisible. Hein? On nous parle des djinns qui ont été créés comme nous. Et puis moi, j'ai toujours aimé en fait ramener ça, montrer ça au lecteur. La magie, en tant que telle, existe bien avant l'arrivée du prophète. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose qui a été fortement interdit même par l'islam, parce qu'il y a des gens qui font des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent parfois pour guérir des gens, pour aider des gens à se débarrasser de certains problèmes, qu'ils soient d'ordre physique ou psychologique. Donc on ne va pas dire que la magie est mauvaise, que maintenant il y en a qui utilisent du côté obscur pour faire du mal à des personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut justement dire que non, bien évidemment, la sorcellerie, la magie noire, c'est pas des choses bon, qu'on se souhaite ou qu'on souhaite à quelqu'un. Les djinns, décidément, c'est un sujet qui passionne Tierno Hamidouba. Bon, on va lire cet ouvrage puisqu'il est très passionnant. Mais Naïda, elle veut que je lui passe le livre après. Massamba aussi. Bon, allons à l'Harmattan et voilà. je t'en veux pas, je pense que c'est mieux. Ça va aider justement nos amis écrivains.